Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Aujourd'hui, le titre n'est peut-être pas très approprié puisque nous allons consacrer cette heure de débat à ce qui s'est passé en Israël, à l'attaque du Hamas contre Israël. Ces milliers, plus de 1000 morts, ces otages, cette attaque qui a laissé le monde dans un état de sidération. On en parle avec vous ce matin, avec Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes coprésident d'Opinion Valley. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès, et qui est paru aux éditions du CERF. Et François Calfon, membre du bureau national du PS, ancien député. Peut-être démarrer avec un tour de table sur votre sentiment aux uns et aux autres sur ce qui s'est passé. Judith Weintraub, sidération, horreur, incompréhension, colère. Oui, on a du mal à trouver des mots qui soient à la hauteur de l'horreur. Franchement, quand j'ai vu les images des terroristes du Hamas entrant dans les maisons, dans les kibboutz pour tuer, j'ai pensé au pogrom. Ouais. Ouais. C'est vraiment le mot qui m'est venu, tuer du juif, partout, par tous les moyens. Ça n'a rien d'une opération militaire. Le Hamas est un mouvement religieux. Il ne criait pas Vive la Palestine, il criait Allah Akbar. Voilà l'impression que j'ai. Ce sont des terroristes. C'est une organisation. C'est une organisation terroriste. Donc évidemment, on parlait de ce qui s'est passé, de l'incompréhension. Mais terroriste religieuse, pardon Valérie, parce que c'est pas une organisation terroriste nationaliste, c'est une organisation terroriste religieuse. Oui, on va y revenir. On va parler également des réactions politiques en France et en particulier de celles de LFI. On évoquait avec Raphaël Enthoven ce besoin, je mets des guillemets, de contextualiser pour essayer de justifier l'horreur. On peut condamner la politique de Netanyahou, on peut être pour un État palestinien et néanmoins condamner ces exactions, effectivement, qui s'apparentent à un pogrom, parce qu'un pogrom, je rappelle, c'est tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé ce 7 octobre. François Calfon. Bah oui, enfin, on a vu hier. Approchez-vous du micro. Je me mets dans le sillage des propos de Judith Weintraub. Pour les Français, pour utiliser une image qu'ils comprennent. Le massacre, parce qu'il y a eu plus de 260 morts dans la rave party, et il y a en plus dans les kibbutz, c'est un Bataclan à ciel ouvert. Rien de plus, rien de moins. Ça, c'est une sidération. La deuxième sidération, on peut se le dire quand même, c'est l'incompréhension, et à l'heure où je vous parle, je ne comprends toujours pas des failles dans les services de sécurité israéliens. C'est pour moi incompréhensible. C'est la première question. Et je vais même vous dire une chose, il y a une vidéo d'ailleurs qui circule de propagande, alors il faut apprendre avec des pincettes, en caméra subjective, des commandos du Hamas, franchissant la frontière et finalement prenant possession du point de contrôle d'Erez. On ne voit pas de résistance et c'est tout à fait inquiétant. Alors après, il y a énormément de commentaires là-dessus. Pourquoi les services de sécurité sont dans une telle faille? Et puis pour ne pas être trop long, puisque ça a été dit à l'instant, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire que, et c'est même votre réflexion qui me permet d'aller encore plus loin là-dedans, c'est que le Hezbollah, qui est de la même nature, pense-t-on, que le Hamas, se présente non pas comme une organisation islamiste. Alors c'est peut-être de la politique, ils sont une organisation instituée au Liban, mais comme la résistance libanaise, essayant d'avoir une assise dans la population que le Hamas n'essaye même pas d'avoir. Et d'ailleurs, c'est là où c'est très inquiétant sur ce qu'est vraiment le Hamas. Je suis pas en train de faire la concurrence de ceux qui sont bien ou pas. Le Hezbollah tarde d'ailleurs, j'espère qu'il ne rentrera pas dans ce conflit, parce qu'on voit qu'il y a quand même de la politique, alors que ce Hamas, manifestement, il n'y a aucune espèce de filtre. Et quand les uns les autres disent les forces palestiniennes, on pourra y revenir. Pas les uns les autres. Vous savez, j'ai condamné avec une très grande netteté encore ce matin. Ces forces-là sont celles qui disent il faut une solution politique. Rappelons que le Hamas n'a jamais voulu de solution politique à deux États.
tard. Destruction d'Israël. La destruction pure et simple. Et effectivement, ça permet à un certain nombre de personnes aussi d'avoir cette explication complotiste de dire que s'il n'y a pas eu de réaction d'Israël, c'est qu'Israël a voulu cette attaque. Alors il y a des explications. Je pense qu'on en saura plus dans les jours qui viennent. Ah bah si. Dans les jours qui viennent, c'est piratage informatique des différents systèmes. Toute la chaîne doit être interrogée parce qu'on parle des renseignements, mais les renseignements sont transmis à des politiques. Absolument. Oui, Arnaud Benedetti. Oui, alors on a beaucoup insisté sur la similarité avec ce qui s'était passé en 1973. La seule similarité, c'est qu'en effet, il y a eu un défaut d'anticipation. Ouais. Comme c'était le cas en 1973, des services israéliens pour prévenir une attaque. Sauf qu'il y a une différence fondamentale entre 73 et ce que l'on vit aujourd'hui. En 73, c'était une coalition d'États arabes qui étaient entrés en guerre contre Israël. Là, on a une opération qui est menée par un groupe terroriste qui est le Hamas, qui est reconnu terroriste par les États-Unis, par l'Union européenne, par tout un ensemble de pays. Et ce qui en effet est frappant et d'autant plus déstabilisant pour Israël, c'est que, en effet, on n'imaginait pas néanmoins la force de frappe du Hamas capable de déstabiliser autant les services de sécurité israélien, ce qui quand même pose une vraie question quant à ce qui s'est passé dans la chaîne de commandement de l'État israélien depuis quelques mois. Alors il y a peut-être des explications, en effet, le fait qu'on ait plutôt concentré l'effort sur la Cisjordanie ces derniers mois et qu'on considérait que finalement la zone de Gaza était une zone totalement étanche. Bon, c'est une explication, c'est certainement pas la seule. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est évidemment, on ne peut pas imaginer que le Hamas, à lui tout seul, ait pu réaliser cette opération. Et on imagine très bien que derrière, il y a l'Iran. Et je crois que c'est quand même un sujet qui est un sujet majeur pour la suite du conflit. Bien sûr, c'est Jérôme Ripoul. Moi, je dirais que ça fait 100 ans que l'histoire de cette zone s'écrit en lettres de sang. Et depuis ces derniers jours, un nouveau chapitre, un chapitre horrible a été écrit, qui est peut-être de nature d'ailleurs à renverser le cours de l'avenir de cette zone. Parce que Gilles Kepel parlait sur le Figaro de 11 septembre. Je pense que c'est pas mal vu et plus adapté effectivement que la comparaison avec, même si en termes de période, c'était en octobre aussi la guerre de Kippour et c'est la même date. Mais je crois effectivement qu'on est plus près il parle de 11 septembre à l'iranienne parce que à l'évidence, et il y a des ambiguïtés qu'il faut lever, parce qu'il y a encore quand même des partis politiques en France, et je passe au NPA, qui parlent de résistance. C'est un acte terroriste qui vise des civils, qui a créé un nombre de morts et de blessés et d'otages qui est sans comparaison jusqu'à présent. C'est fait par une organisation terroriste qui effectivement ne cherche pas de solution pacifique. Et là, ça posera peut-être aussi la question de savoir finalement pourquoi le Hamas est devenu l'un des interlocuteurs d'Israël et pourquoi l'autorité palestinienne n'a pas été plus valorisée finalement, parce que finalement vous croyez que c'est la faute d'Israël? Non, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que le Hamas, la politique d'Israël a été beaucoup faite en fonction du Hamas et qu'on a peut-être laissé la porte ouverte aux terroristes. Et je pense que il faut étayer, parce que là... Mais je vais étayer parce que il y a la politique, et c'est pas moi qui le dis, vous avez une position d'Eli Barnavi qui a fait un point de vue hier soir, qui met clairement en cause la politique de Benjamin Netanyahou. Oui, Barnavi est un opposant de très longue date de Netanyahou. Il a été quand même ambassadeur d'Israël en France, et c'est quelqu'un qui... C'est une icône en France, et il écrit dans des journaux qui ne sont pas réputés pour leur impartialité dans le traitement du conflit. Le fait est qu'on peut quand même dire qu'il y a quand même des questions qui sont à poser sur la politique aujourd'hui. Vous allez un peu vite en besogne, si je puis me permettre, parce que faut aussi respecter les temporalités. D'abord, sur la qualification terroriste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Attendez. Je tiens à dire pour nos auditeurs, parce qu'on est là aussi pour pédagogique, puisque parallèle est établi avec la guerre de Kippour, et on pourrait dire la guerre de 67 également, les États se sont attaqués à l'armée régulière. Tout à fait. Là, vous avez des gens qui rentrent, qui ne s'attaquent pas à l'armée, qui commettent directement des crimes contre les civils.
des bavures, pas des comme des dégâts collatéraux. C'est ce que j'ai dit. S'attaque directement. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais j'ai pas dit qu'il y en avait, mais je veux resituer. Qui commettent directement et sciemment des crimes de guerre. Ça, c'est quand même une différence. Des crimes de guerre qui sont des actes terroristes. Des actes terroristes. Pas des crimes de guerre. Parce qu'il y a une convention. C'est pas des crimes de guerre. Moi, pardon, c'est des actes terroristes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde est très sensible quand on fait faut tout repréciser. Pourquoi j'ai parlé de crimes de guerre? Parce que il y a une qualification pénale en droit international de ce qu'est un crime de guerre. Alors, les crimes de guerre, quand vous prenez l'ex-Yougoslavie, il y a des armées régulières qui se battaient contre d'autres armées régulières et qui, par ailleurs, ont fait des crimes de guerre. Là, vous avez des groupes terroristes qui sont dans un état terroriste, parce que c'est aussi quelque part, c'est ça qui est un peu... Comment dire, c'est aussi l'armée régulière de cet état terroriste qui continue d'avoir un crime de guerre. On continue d'en parler, contrairement à ce que voudraient un de nos auditeurs. Il semble que ce programme soit sioniste, à l'image de la présence des sionistes en Palestine, le son de sa propre voix, et après on se demande pourquoi il n'y a pas de paix. Eh bien, voilà le type de... Enfin, on va en reparler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, et puis une information qui est tombée pendant le flash. Le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, a l'autorisation de reprendre l'entraînement dès aujourd'hui. Voilà, c'est une information importante que je vous donne. Merci à Jean-Marie Bordry qui est toujours sur le coup et qui m'a envoyé cette information. Évidemment, cette émission est consacrée aux attaques du Hamas en Israël. Plus de 1000 morts. On a comparé cela à un 11 septembre. On va parler également de ce qui se passe en France avec la NUPES qui se divise sur le sujet, avec des tweets intolérables du parti des indigènes, avec des réactions pour le moins mitigées d'un certain nombre de membres de LFI, avec d'autres qui se désolidarisent de ces réactions. Peut-être continuer à parler de l'état de sidération, Arnaud Benedetti, et Israël qu'on a dit être... Moi j'ai eu plusieurs... personnes qui vivent à Jérusalem, qui étaient en colère, qui disaient on est passé de l'État qui avait le meilleur service de protection à des baltringues. Et c'est vrai que cette sidération et la façon dont ils sont entrés en Israël est assez étonnante. Il est clair que ça va être l'objet du débat aujourd'hui en Israël, sur la scène politique israélienne. On vit quand même un moment pour l'instant qui est un moment d'union sacrée, et ça se comprend totalement. C'est-à-dire que même ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis de Netanyahou, je pense par exemple à un ancien chef d'état-major de Tsahal, monsieur Benny Gantz, qui a clairement dit que, en l'occurrence, le moment n'était pas pour l'instant à la division, et que par contre le moment arriverait où il faudra faire un retour d'expérience, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce qui s'est passé. Donc, en effet, ce qui est très surprenant, encore une fois, c'est la fragilité avec laquelle Israël a été exposé à cette attaque massive d'envergure sur son territoire. La première quand même depuis 1948, il faut le dire. Donc c'est un événement qui, de ce point de vue-là, est assez historique. Et en effet, la comparaison avec un 11 septembre me paraît tout à fait appropriée. C'est ce que vit aujourd'hui, à son échelle, la population israélienne. Alors après, est-ce qu'il y a une responsabilité évidente me semble-t-il quand même, du gouvernement israélien? C'est vrai que la situation intérieure en Israël était une situation très tendue depuis quand même plusieurs mois. Est-ce que ça a joué aussi sur ce défaut d'anticipation? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Il y a manifestement au niveau des services de l'État aujourd'hui, de l'État israélien, des divisions qui sont en effet peut-être explicatives de ce qui s'est passé malheureusement ce samedi. Quelle est l'intention du Hamas, à part de terroriser la population? Parce que c'est disproportionné. Ils savent ils savent que ça va être un déluge de feu. Mais le but politique, c'est l'Iran. paraît assez évident en réalité. Alors, la vie des hommes ne compte pas. C'est-à-dire que tous les gens qui sont allés au front, ils vont mourir, ils vont voir je ne sais pas combien de gens, plus ce qu'on dit, mais ce n'est pas leur problème. Le problème, il était simple, c'est que la dynamique des accords d'Abraham et surtout l'accord potentiel, ça a été dit, mais c'est la clé, avec l'Arabie Saoudite, allait finir d'isoler la cause palestinienne, puisque entre Israël et finalement tous ces pays d'Arabes, il y a un ennemi commun qui est l'Iran.
et les ennemis de mes ennemis sont mes amis, eh bien, il y avait un consensus au Proche-Orient, à la fois sur des raisons sécuritaires, mais pas seulement, de créer cette alliance dont les Palestiniens était assurément la variable d'ajustement. Donc, en faisant cela, et d'ailleurs c'est assez réussi, on peut pas dire le contraire, on remet à l'agenda... Pardon, parce que la réaction justement de l'Arabie Saoudite... On va voir. Prouve qu'il n'y a pas eu... Non, il faut en parler. C'est extrêmement... Pardon. Parce que je ne suis pas forcément en désaccord, les dernières subtilités, je ne les ai pas vues. Et puis la deuxième chose, c'est de convoquer la rue arabe contre les gouvernements arabes. Bien et sûr. ça, de ce point de vue-là, la communication du Hamas très forte. est très forte. Sur la rue arabe, je suis absolument d'accord. Effectivement, l'objectif premier semble être de briser tout espoir d'accord entre Israël et l'Arabie Saoudite dans la foulée des accords d'Abraham avec plusieurs pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, accord initié par Donald Trump. Faut bien le dire. Oui, il faut quand même le reconnaître, et qui ont déjà fonctionné avec le Maroc, avec d'autres pays. Moi, je suis frappée. J'attendais évidemment, je guettais la réaction de l'Arabie Saoudite. Elle condamne toute escalade, mais elle condamne aussi les attaques contre les civils. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite fait le minimum de ce qu'elle devait faire pour ne pas déclencher contre elle toutes les ruses arabes, précisément, comme le dit François Calfon, mais ne soutient pas du tout l'attaque du Hamas, au contraire, et la qualifie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une attaque contre des civils. Oui, mais pour autant, ça peut quand même remettre en cause l'aboutissement de ces accords, parce qu'on peut faire une lecture, comme vous l'avez fait, optimiste. Non, j'essaie d'être factuel. Permettez-moi, je le suis aussi, et je vais l'être. Dans le communiqué de Riyad, il est aussi dit que, dû à l'occupation, donc les risques d'escalade, dû à l'occupation et la privation des droits légitimes du peuple palestinien, ainsi qu'aux provocations systématiques contre les lieux saints. Et là, si vous voulez, je pense que justement l'opération que fait l'Iran, parce qu'il faut rappeler qui est derrière cette opération. On parle du Hamas, 100%. Mais le Hamas n'aurait pu faire cette opération sans le soutien logistique. Et là, apparemment, les Américains sont en train de démêler les chevaux des réunions qui a eu lieu entre le Hamas et l'Iran, notamment au Liban. Cette opération n'aurait pu se faire sans eux. Et leur but, c'est effectivement de dynamiter ces possibles accords entre l'Arabie Saoudite. Oui. Et en tout cas, si ça ne les dynamite pas, ça va leur faire perdre beaucoup de temps. Oui. Et c'est à ce titre-là... Ou les renforcer peut-être, non, les renforcer, ça paraît difficile que l'Arabie Saoudite, dans ces circonstances, aille plus loin avec Israël immédiatement. Pour l'instant, il y a deux pays qui ont soutenu finalement l'opération terroriste du Hamas, l'Iran, et il faut noter l'Algérie. Bien sûr. Qui a plutôt pris une position qui était une position favorable à ce qui s'est passé. Mais il y avait deux objectifs, ils ont été rappelés. Le premier objectif, en effet, c'est de peser sur le processus de normalisation. On va voir ce qu'il en est. C'est vrai que la réaction de l'Arabie Saoudite, je partage ce que dit Judith, est plutôt assez modérée. Je rappelle que les Émirats Arabes Unis, qui eux aussi sont intégrés dans le processus de normalisation, ont condamné hier soir ou hier après-midi les attaques du Hamas. Donc pour l'instant, manifestement, ça n'a pas véritablement fait bouger les lignes, en tout cas des gouvernements qui aujourd'hui négocient avec des gouvernements arabes qui négocient avec Israël. Mais on va voir comment ça va se passer parce que quand même la rue arabe joue un rôle très important aussi dans les positions ensuite des gouvernements. On va voir comment ça va percoler, si je puis dire, dans les jours qui viennent. Le deuxième objectif, et là de ce point de vue-là, il est plutôt réussi du côté du Hamas, c'est d'avoir ramené à l'agenda international un enjeu qui de fait avait quand même plus ou moins disparu, pas totalement disparu, mais en tout cas n'était plus dans le scope central des grands enjeux géopolitiques internationaux. Et là, manifestement, qu'on le veuille ou non, depuis 24 heures, depuis 48 heures, ben on voit bien que c'est redevenu le sujet essentiel. Et donc là, manifestement, l'opération du Hamas, au moins de ce point de vue-là, a plutôt réussi, même si on peut bien évidemment condamner la forme. En regard à cela, finalement, quelle était l'illusion, me semble-t-il, de la droite israélienne, de Netanyahou et de tous les faucons en fait en Israël,
c'est qu'on pouvait obtenir la normalisation des rapports avec les pays arabes sans régler la question palestinienne. Exact. Et d'une certaine manière, il y a encore 15 jours... Oui, en faisant l'économie, tout à fait. Pour parler simplement, parce qu'on est dans une radio où il faut parler simple... Vrai, surtout. Vrai, tout le monde à l'échelle internationale, sauf la rue arabe, s'en foutait des Palestiniens. Et je pense que c'est une erreur grave de la part de la droite israélienne, d'avoir pensé qu'il pourrait enjamber la question palestinienne. Elle revient à la figure, et là c'est pas le Hamas, parce qu'elle n'est pas réglée. Parce que si on voulait analyser un peu ce qui se passe en Palestine, qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie après la mort de Mahmoud Abbas ? C'est quand même une question. Est-ce que, de la même façon... Les élections, ça les changerait? Non mais d'accord, je comprends. Ça, c'est la réaction. La vérité, c'est que... pardon, il n'y en a pas eu depuis 2006. Il n'y en a pas eu, mais... quelle est l'alternative en Cisjordanie? C'est le Hamas. Donc j'ai envie de dire qui n'a pas été élu non plus. J'ai envie de dire que cette manière que la droite israélienne, qui a gagné par chaos par rapport à la gauche israélienne qui n'existe plus, de nier la question palestinienne, leur revient en boomerang à la figure de manière extrêmement violente. Est-ce qu'on peut... Oui. On va marquer une pause. C'est quoi votre question? Non, c'était pas une question, c'était pour prolonger. Ce qui me paraît juste dans l'analyse, c'est que effectivement, d'ailleurs, les pays arabes se fichent de la question palestinienne depuis le début. Elle n'a qu'un intérêt pour eux. Est-ce qu'ils peuvent l'instrumentaliser contre Israël ou pas? Depuis le début, c'est ça. Mais l'erreur d'analyse du gouvernement israélien, c'est d'avoir pensé qu'il ne pourrait plus vouloir l'instrumentaliser et d'avoir complètement négligé effectivement l'impact de la rue arabe. Plusieurs questions de nos auditeurs, on y reviendra tout de suite après sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, plusieurs réactions sur Facebook de nos auditeurs. Stéphane me dit, visiblement, il y aurait des mercenaires de Wagner qui auraient entraîné le Hamas. Une autre, Véronique, me parle du Qatar, qui a effectivement longtemps financé le PSG qui est financé par le Qatar. Oui. Parlez bien dans le micro, François. Il n'y a pas que le PSG qui est financé par le Qatar. Et puis une question aussi autour de la situation d'Israël et de la réforme de la justice qui aurait peut-être occupé l'attention un peu trop du gouvernement. Ne pensez-vous pas que dans cette affaire, les responsables des manifestations contre la réforme judiciaire qui bat son plein depuis septembre ont une responsabilité dans cette affaire, ne serait-ce que la parole démobilisée? C'est tout. Israël est une démocratie. C'est la seule démocratie dans la zone. Voilà, bon. On peut s'opposer à un gouvernement. Il y a une pluralité. C'est même le miracle israélien d'être un pays en guerre depuis sa création et malgré tout une démocratie, avec ce que ça suppose de contestation. Alors moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais si on analyse ce qui se passe dans les tensions de la société israélienne, il y a quand même maintenant un schisme au sein de la société israélienne que ce conflit autour de la réforme judiciaire traduit entre la société laïque israélienne et de plus en plus occidentalisée. Et d'une certaine manière, le choc des images de la Rave Party montre cette tendance occidentalisante. Et de l'autre côté, un monde orthodoxe juif qui a la natalité de son côté et qui a donc y compris l'agenda politique de son côté en Israël et qui pèse y compris sur les décisions gouvernementales. Mais pour revenir au Qatar, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait, c'est quoi? Il y a un moment où personne n'a voulu voir ni savoir, on a mis un mouchoir sur cela. Ils achètent des armes à tout le monde. Voilà, donc il y a cette question. Alors ils se sont brouillés au printemps, donc il y avait un arrêt du financement, mais malgré tout, il n'en reste pas moins qu'on accueille un bras ouvert le Qatar qui finance le Hamas, qui a financé. Évidemment, et là on parle des activités du Qatar au Proche-Orient, de la malfaisance du Qatar au Proche-Orient. On pourrait aussi en parler dans nos banlieues. Où le Qatar, avec son argent, exporte une idéologie qui est absolument mortifère. Mais on refuse de le voir. Alors la question qui se pose aussi pour nous, c'est l'importation du conflit en France, c'est les réactions politiques. Alors j'avais une question, un étonnement, c'est qu'aucun ministre n'a tweeté, à part Bruno Le Maire. Je n'ai pas vérifié ça. J'ai regardé ce matin, il n'y a aucun ministre. Alors, est-ce que c'est la règle diplomatique? Le président de la République a tout de suite... Clément Beaune.
Le président de la République a tout de suite réagi, la première ministre aussi, donc la voix de la France s'est exprimée à travers le président. Je pense que Madame Colonna a dû tweeter, enfin j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'elle a dû tweeter. Non, pour les réactions politiques en France, ce qui est notable, c'est ce qui est assez frappant, c'est que sur tout l'arc politique, finalement du Rassemblement national jusqu'au Parti socialiste, vous avez une condamnation pleine et entière et sans ambiguïté de ce qui s'est passé samedi. Il y a un plein soutien qui est apporté à l'État d'Israël et au peuple israélien. Jusqu'au Parti communiste. Jusqu'au Parti communiste. J'ai dit Parti socialiste, mais jusqu'au Parti communiste. Il n'y a qu'une formation politique qui, parmi les groupes représentés à l'Assemblée nationale, qui a renvoyé dos à dos les deux partis. En l'occurrence, c'est la France insoumise. Mais est-ce que c'est surprenant au regard de ce qu'est le logiciel de la France insoumise? Moi, ça me surprend pas. Par contre, il y avait une déclaration qui était assez intéressante de Coquerel. Il disait, reprenant les propos de Madame Borne, qui a bien évidemment, elle, souligné les grandes ambiguïtés, c'est le moins qu'on puisse dire, de la France insoumise. Il a dit, mais ces déclarations sont totalement décalées. Mais ce qui est totalement décalé, en l'occurrence, c'est bien évidemment la prise de position de la France insoumise, qui, dans un moment qui est un moment de très grande émotion, aurait dû, de manière très homogène, condamner, comme l'ensemble des autres forces politiques, ce qui s'était passé en Israël. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils l'ont fait sciemment. Ils l'ont fait sciemment pour des raisons qui, à mon sens, sont des raisons de fond, parce que je crois que c'est malheureusement réellement leur système de conviction, mais c'est aussi des raisons électorales, parce que on sait très bien qu'il y a derrière cela des enjeux clientélistes qui, aujourd'hui, expliquent pour partie les prises de position de la France insoumise sur ce sujet-là. Il faut dénoter quand même qu'il y a deux députés, Ruffin et Corbière, qui Corbière, non. Ruffin, oui. Corbière, Corbière a approuvé les propos de Ruffin. Oui, je vois que Jeremy Corbyn, vous vous souvenez de ce monsieur allié de la France insoumise, a refusé lui aussi de condamner. Ce matin, il était interrogé. Il est allé s'incliner, rendre hommage aux terroristes de Septembre Noir. Mais plus grave, alors même. Munich. Effectivement, c'est un et on ne parle pas du nouveau parti anticapitaliste. Lui est allé encore plus loin dans l'ignominie. C'est là où je veux en venir. Il y a une ambiguïté à l'évidence de LFI. C'est pas une ambiguïté. Si, parce qu'il y a une condamnation. Il renvoie dos à dos, donc. Mais c'est une ambiguïté. Quand on nomme le Hamas les forces palestiniennes, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, mais c'est une ambiguïté. C'est de les transformer en armée régulière et de renvoyer dos à dos de Sahel, qui est l'armée régulière d'un pays, et une organisation terroriste. Ce que je veux dire, c'est que aux yeux des Français, il y a une ambiguïté qui, à nos yeux clairement, dénote le parti pris que prend LFI pour nous. Ça, c'est très clair. Mais il reste ambigu dans leur positionnement. En revanche, le NPA, quand il appelle à l'intifada. Oui, bien sûr. On peut aussi citer dans l'ignominie l'exemple d'un communiqué qui m'a été transmis d'un syndicat étudiant qui sévit à l'EHESS, l'étude en sciences sociales, qui lui parle de juste réponse à 15 ans d'atrocités israéliennes. Et dit enfin l'armée et les civils palestiniens ont pu circuler librement en Israël. Ce communiqué qui n'a suscité aucune réaction de Madame Sylvie Retailleau, qui est ministre des Universités, je le rappelle. Ça va peut-être venir parce que ça vient de tomber. J'ai l'impression ce communiqué. Mais vous avez juste, je vais vous lire quand même, Taha Bouaf, qui n'est pas grand-chose, mais néanmoins exprime une certaine forme de pensée proche de la France insoumise. Jamais nous ne nous placerons du côté de l'oppresseur et du colon. Peu importe les pressions, les intimidations, nous resterons solidaires du peuple palestinien qui subit violence et humiliation depuis bien trop longtemps. Et vous avez dans le même ordre d'idées, peut-être un tout petit peu plus soft, Manuel Bompard, qui assume son désaccord avec la diplomatie française. Et ce matin, il était chez nos confrères de France 2. Je veux d'abord dire ma compassion pour les familles de
victimes, israéliennes comme palestiniennes. Il faut d'urgence un cessez-le-feu pour le retour à la paix. Puisque ça concerne la gauche, je voulais quand même rappeler, parce que moi je me suis largement exprimé, mais je me réexprime fortement. Moi j'ai toujours été opposé à la NUPES, parce que je pensais que nous n'avions pas que des nuances, mais des différences fondamentales. J'en appelle, comme ça a été fait, mais bon, moi je n'ai jamais appelé à faire liste commune avec le LFI aux élections européennes, à sortir de la NUPES tout simplement. Le moment est venu de le faire, parce que c'est pas simplement plusieurs mois. Point mis bout à bout, ça fait nier. Ensuite, sur l'analyse... Juste sur ça, pardon. Il y a un socialiste qui, lui, était partisan et ô combien de la NUPES, c'est Jérôme Gage, député socialiste, qui, lui, se pose enfin la question. Parce qu'il faut aussi qu'on parle, on a parlé des réactions ignominieuses de Manuel Valls, par exemple, qui va jusqu'à dire, enfin... aucun accord électoral avec la NUPES, y compris de second tour. Bien sûr. Bon, je rappelle au passage quand même très rapidement que 90% des adhérents socialistes qui ont voté se sont opposés avant cette affaire-là à une liste avec LFI. Enfin, pour y revenir, je pense que ce que vous décrivez, c'est une position traditionnelle de l'extrême gauche. Depuis 30 ans sur la Palestine. Attendez, justement, j'y viens. Oui, mais il y a 30 ans, que vous preniez ce qu'on appelait la LCR, qui s'appelle aujourd'hui le NPA, ils soutenaient, on aime ou on n'aime pas, mais ils soutenaient des organisations laïques. Et la bascule qui s'est opérée, mais c'est très important, la bascule qui s'est opérée, c'est cette vision de tout ce qui bouge est rouge. Finalement, l'islamisme, les Palestiniens seraient une forme mondiale d'un prolétariat dominé, ça a toujours eu cours, mais finalement, l'islamisme est un relais de la pensée de gauche ou d'ultra-gauche, et donc on intègre les islamistes comme des représentants légitimes du prolétariat mondial. Et ça, c'est une bascule extrêmement importante, parce que ce que dit mon ami Benedetti est important. Je ne crois pas que ça rapporte une voix au-delà des cercles proches de l'islamisme à LFI. Donc c'est bien une dérive idéologique du cercle autour de Jean-Luc Mélenchon, et dont on voit bien qu'il craque de tous les côtés, me semble-t-il. Et il faut en appeler, moi je le fais ce matin, aux gens qui se sont embarqués dans cette affaire des LFI sans voir où ils allaient, à s'exprimer encore et toujours. C'est ce qu'a fait de manière très courageuse M. Ruffin. On peut être pour deux États et soutenir la cause palestinienne et considérer le Hamas comme organisation terroriste, donc que d'autres le fassent. C'est un peu mou du genou quand même. Oui, mais je ne désespère pas que cette crise soit, parce que c'est une crise qui atteint toute la société, soit une bombe, si j'ose dire, à fragmentation au sein de la gauche. On va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Une précision pour nos auditeurs, rappelée par Noémie Alioua, notre consoeur. En 2014, Forbes classait le Hamas comme la deuxième organisation terroriste la plus riche du monde. Après l'État islamique, le Hamas soumet sa population à l'impôt, il faut le savoir, et ponctionne aussi un pourcentage de l'aide internationale. Le Hamas finance aussi des guerres indirectement par ses aides. Donc y compris l'aide de l'Union européenne. Absolument. Parce qu'il y a des aides massives de l'Union européenne aux Palestiniens qui vont directement dans la poche du Hamas. Et qui n'ont rien à faire de la population palestinienne, il faut le répéter, qui maintiennent sous un joug qui n'ont pas été. Le Hamas n'a jamais été élu, je le rappelle une deuxième fois. Il n'y a pas de contestation possible. La vie des femmes est un enfer. Il y a chaque jour environ 27 000 Palestiniens gazaouis qui traversent la frontière pour aller travailler en Israël, qui sont en but aux brimades, aux violences, voire pire, du Hamas. Il faut savoir ce que sont les conditions de vie à Gaza grâce au Hamas. Bien sûr. Il n'y a pas que les deux. Il n'y a pas à cause plutôt que grâce. Il n'y a pas que les deux blocus. Je dis les deux blocus à dessein d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup du blocus israélien, on ne parle jamais du blocus égyptien.
aussi. Après, juste, effectivement, et c'est une erreur, et c'est ce que disait Sophia Aram, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas qui a quand même une réflexion sur le sujet intéressante, et qui dit l'indécence d'une extrême gauche qui s'active à repeindre une organisation terroriste en mouvement de résistance. Palestine vaincra, c'est pas le discours, et Judith l'a rappelé, c'est Allahu Akbar. Mais on peut même dire, enfin, il faut aussi préciser, dans le sillage de ce que dit Sophia Aram, est-ce que vraiment le Hamas, avec les positions qu'il prend, est un ami de la cause palestinienne et des deux États? Moi, je crois que la cause palestinienne recule. Non, mais il ne demande pas deux États. Non, il ne demande pas deux États. La charte du Hamas. C'est bien ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils sont un ami de la résolution du conflit? Il n'y a pas de question, la réponse est dans la charte du Hamas. D'accord, mais je le précise parce qu'il y a plein de gens qui, comme ça, entraînés par la culture mouvementiste du faible au fort. Voilà, donc il faut argumenter aussi pour ceux qui penseraient que quelque part, la violence du Hamas n'est que le produit de l'humiliation d'Israël. Ça n'est pas le cas. Il y a une société qui se développe, et ça a été dit, ils ont pris le pouvoir contre le Fatah, une autre organisation palestinienne, par les armes. Ils ont été chassés physiquement du pouvoir en 2007. Absolument. Je voulais réagir à ce que disait Judith sur la Hamas. Il semblerait aussi que dans la mauvaise appréciation des services de renseignement militaires et civils d'Israël, il y a eu le fait que le Hamas avait demandé des permis justement de circulation des travailleurs supplémentaires, ce qui aurait donné l'impression en fait à l'armée israélienne que justement la zone de front la plus sensible était plutôt en Cisjordanie plutôt qu'au Hamas. Et donc, parce qu'effectivement, ce qui est clair, c'est que cette zone-là avait été complètement dégarnie en termes militaires. Mais il y a plusieurs éléments, celui-ci en faisait partie. Non, je regarde les réactions diverses et variées. La grande mosquée, à Paris, qui prône la paix, qui dit que la religion n'a rien à voir. L'islam du juste milieu, qui vient de se rallier à l'islam du juste milieu, qui est une expression des frères musulmans. Absolument. Ça renvoie quand même, essayons de le dire. Et moi, j'ai vu les images partout dans le monde. L'enjeu pour nous, Français, citoyens français, c'est d'éviter au maximum d'importer le conflit en France. Quand je vois les images que nous avons vues à Montréal, par exemple, mais aussi à Berlin, mais aussi à New York, à Rotterdam, etc., je me dis que nous avons pour habitude en France de dire que nous sommes dans le pire des pays, et parfois ça peut exister, mais que pour l'instant, on touche du bois et on va s'y employer, et quelles que soient les autorités religieuses qui appellent au calme, je crois qu'on doit les saluer. Pour l'instant, ce conflit n'a pas été importé, à part quelques bouts de feu de la France insoumise qui le font pour des raisons qu'on a décrites. Je pense qu'il est bon et bien que les autorités se parlent et que la paix civile soit garantie. Oui, en France, risque d'importation du conflit, il l'est déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres pays au monde dont le ministre de l'Intérieur a demandé à ce qu'on protège les lieux de culte? Oui, l'Allemagne, oui. Non, mais c'était une question. Oui. Donc, non, mais enfin, de toute façon, on sait très bien qu'en France, la question israélo-palestinienne est une question qui s'est invitée depuis très longtemps dans l'agenda, et que elle est d'une certaine manière déjà importée sur le territoire français. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas depuis samedi, force est de constater que, mis à part quelques incidents assez sporadiques qui ont pu se dérouler de ci, de là, on n'a pas ce qu'on peut voir, par exemple, en effet, comme vous l'avez dit, à Londres, à Rotterdam ou à Montréal ou à New York. Ce qui explique peut-être aussi, cela, c'est que la France est un pays qui, malgré tout, est une république laïque. Exactement. Et où on a quand même encore, même s'ils sont parfois largement bousculés, des amortisseurs qui évitent cette dérive. J'allais dire presque à contrario, ça légitime encore plus le discours intransigeant que nous devons avoir sur les fondamentaux de notre République par rapport à d'autres sociétés qui n'ont pas le même modèle d'intégration que le nôtre. Même si notre modèle est quand même, force est de le constater, largement contesté. Mais il faut le défendre. Il faut qu'il tienne. On peut dire d'ailleurs, à l'appui de ce que vous venez de dire, que la France est le pays qui, par la présence de populations musulmanes et de la deuxième communauté juive en dehors d'Israël dans le monde, le pays qui par ces populations pourrait être le plus exposé, mais j'ai envie de dire que le concordat tout à fait réussi, voulu par Napoléon entre les Juifs de France qui font une prière à la République et la République d'un côté, et ce que vous avez dit, la laïcité de l'autre, parce qu'après tout,
beaucoup de personnes d'origine maghrébine ou de confession musulmane n'ont absolument pas l'intention d'importer le conflit. Ça pose d'ailleurs, par parenthèse, la question de l'efficacité électorale des mesures mélenchoniennes flattant la radicalité. Mais pour l'instant, ça tient. Touchons du bois. J'ai vu quelques drapeaux palestiniens fleurir, pas plus qu'il y a 30 ans, dans telle et telle banlieue. Gageons que cela fonctionne. Alors, c'est quel degré de dégueulasserie quand on écrit le bourrage de crâne pro-israélien sur l'ensemble des médias français est tout simplement hallucinant. Heureusement, il y a des possibilités de s'informer ailleurs. Il y a un point quand même. Juste ce que je voulais dire, c'est que ce soit Israël, l'Italie, n'importe quel pays, quand vous avez des gens qui rentrent, qui enlèvent des enfants, j'entendais Georges Bensoussan raconter qu'il avait vu des images d'enfants exhibés dans des cages, des enfants de 5 ans, qu'on viole des femmes, peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai vu ces images, mais il y a de la propagande. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des civils. Qu'il y a eu près de 300 morts, 300 jeunes dans une rave party, qu'on attaque des civils, que ce soit Israël ou tout autre pays, on ne peut avoir que de la compassion. La seule raison, moi je trouve que le seul intérêt de ces réactions et de ces commentaires ignobles, c'est de montrer à contrario que pour une fois, l'horreur de l'attaque subie par Israël fait que l'écrasante majorité des opinions occidentales, disons, n'est pas divisée. Occidentale, hein. J'ai bien précisé occidentale. Pour une fois, on n'entend pas ces discours relativistes, on n'entend pas ce débat dans l'écrasante majorité, que ce soit en France, en Allemagne, dans tous les pays occidentaux. Israël est la victime incontestée. Après, si vous voulez, il y a des tas de gens, nous on s'en rend pas compte ici parce qu'on est férus d'information et de géopolitique. Il y a des tas de gens qui n'ont aucune culture politique. Et quand vous aviez, il y a une trentaine d'années, des images, quiconque a un cœur de soldats avec des jeunes gens et des pierres, vous êtes du côté de la victime et pas du bourreau. Et là, je dis bien que c'est la réaction spontanée de ce monde de l'image. Ouais. Là, pour une fois, parce que ce sont des fous islamistes, ils ont pris bénéfice pour solliciter non pas l'Occident, mais la rue arabe, ils ont assumé des images terroristes parce que c'est eux-mêmes, leurs propres services de propagande, qui ont diffusé les photos et les images de l'horreur, qui montrent que dans la ligne de partage des eaux de l'axe du mal, je n'aime pas ça, ils assument d'être avec Al-Qaïda, ils assument d'être avec Daesh. Et ça, c'est quand même un changement de pied tout à fait important. C'est tout à fait notable. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que, en effet, en Occident, aujourd'hui, et notamment en France, il y a malgré tout, et on le voit fort heureusement, un soutien massif qui s'exprime à la fois dans l'opinion publique et parmi la classe politique. Mais ce dont je crois qu'il faut avoir conscience, et c'est ce qui finalement fait qu'aujourd'hui le monde dans lequel on vit n'est plus tout à fait le monde dans lequel on vivait il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est que, j'allais dire, la force d'attractivité de l'Occident n'est plus du tout la même. Plus du tout. Et que ce qu'on pense en Occident n'est pas forcément ce que l'on pense sur le reste de la planète. On l'a vécu avec l'Ukraine, et je crains qu'on le vive aussi avec ces événements. C'est-à-dire qu'il faut quand même, chaque fois que on pense la géopolitique, et c'est vrai surtout pour nos décideurs, il faut qu'ils pensent qu'on n'est plus seul au monde et qu'il faut tenir compte aussi, malgré tout, de l'évolution des rapports de force à l'échelle de la planète. Et je crois que ça, c'est quand même un élément tout à fait important. Récent, par exemple, il n'y a pas eu de condamnation de la part de la Chine de l'attaque du Hamas. On a vu ce qui peut, dans la suite de ce que vient de dire Arnaud, il y a effectivement une inquiétude qu'on peut avoir, puisqu'on a vu que le Conseil de sécurité de l'ONU n'avait pas trouvé une position commune. Ça, on n'est pas sûr. Qui a été, oui, certes, mais ce qui est plus surprenant, c'est que ça vienne de la Russie. C'est-à-dire que les relations entre Israël et la Russie n'étaient pas des plus mauvaises. Non. Or là, on voit bien qu'il y a un jeu qui est en train de se nouer entre la Russie et la Chine, qui était plutôt d'ailleurs favorable aux accords d'Abraham, qui devient très, très, très trouble. Vous avez dit deux choses qui sont intéressantes, parce qu'il y a la géopolitique et les opinions publiques. Sur le plan des opinions publiques, quand vous montrez tout simplement une rave party qui est l'incarnation du libéralisme, de la jeunesse, occidentale, de femmes dénudées qui dansent
et vous les tuez, quelque part, vous tuez cet Occident qui avant était une promesse. Non mais bon, je parle, pardon, les guillemets, ça ne s'entend pas à la radio. Vu des démocraties libérales, vu des dictatures. Vous tuez quelque chose et c'est ça le point de bascule, l'Occident pour une partie entière du monde, y compris à l'est de l'Europe, n'est plus ni un désir ni une promesse. Et quelque part, on veut l'opulence. C'est le mode à abattre, non ? C'est le mode de civilisation. Exactement. Avec, vous l'avez vu, alors ça n'a rien à voir, mais c'est pour bien marquer les choses. Quand vous prenez un parti en Slovaquie, qui est un ancien parti socialiste qui fait campagne pour la Russie et contre les LGBT, la question LGBT devient une sorte de ligne de partage des eaux. Ça, c'est la première chose. Sur la Russie, pardon, mais la conséquence de tout cela, je ne parle même pas de l'armement. On voit la musique. Avec des drones de combat et le fait qu'il y ait des liens militaires. Mais la conséquence de cette affaire, de la polarisation sur Israël et la Palestine, c'est quand même que on va habiller, d'ailleurs c'est le porte-avions américain qui va là, on va habiller le Proche-Orient pour déshabiller l'Ukraine. Et c'est une affaire qui intéresse bien évidemment la Russie. Alors la Chine a réagi, me dit un auditeur. Effectivement, la Chine a indiqué dimanche être profondément préoccupée par ces affrontements. Mais donc pas de condamnation. Mais pas de condamnation. Non. Et a exhorté toutes les parties à la retenue, donc pas de condamnation. C'est ce qu'a fait la Russie aussi. Après, elle a retenu tout de suite. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue de commenter l'actualité, cette actualité marquée par cette attaque du Hamas en Israël. Anne Hidalgo a tweeté ce matin: maire de Paris et citoyenne, j'exprime à nouveau mon soutien total au peuple d'Israël qui pleure ses morts et fait face encore aujourd'hui à une attaque terroriste du Hamas. Elle dit les mots: ma position est constante, je redis solennellement à ma famille politique, le Parti socialiste, qu'il est temps de mettre un terme à la mésalliance avec Jean-Luc Mélenchon qui n'a rien d'une union. Suivre Mélenchon est une impasse. C'était vrai hier, ça l'est aujourd'hui. Ses positions contre Israël et son refus de condamner l'organisation terroriste Hamas sont insoutenables. Le Parti socialiste ne peut pas continuer à se perdre. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu: les déshonneurs, c'est le clientélisme de ce type de déclaration clientéliste. Deux fois le même mot dans la même phrase. Confondre le Jourdain et la Seine est absurde. La guerre à LFI plutôt que la lutte pour la paix, voilà la honte. Confus comme réponse. Voilà. Et Emmanuel Bompard, position en rupture complète avec la position traditionnelle de la gauche. Il faut un cessez-le-feu, la protection des civils et un plan de paix. Voilà ce que devrait dire la maire de Paris plutôt que d'instrumentaliser les morts pour justifier les obsessions de la NUPES. Donc alors ça, le discours le texte d'Anne Hidalgo est absolument parfait. Il faut rajouter qu'elle va illuminer ce soir la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël, chose qu'elle n'avait pas encore faite par une prudence qu'on a mal comprise, puisque ça a été fait en Allemagne avec la porte de Hambourg, en Italie aussi. Je pense que la position d'Anne Hidalgo exprime est précurseuse, je ne sais pas si on dit ça, de ce qui va se passer au sein des partis alliés à la France insoumise, au sein de la NUPES. Je pense que la NUPES est morte avec l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël. Le dernier. Oui, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, le dernier clou sur le cercueil. Ça fait longtemps quand même que la NUPES est en voie de dislocation. On a vu quand même les échanges entre la France insoumise et Monsieur Roussel déjà, qui n'auguraient rien de bon. C'est la logique et finalement les perspectives des Européennes avaient déjà d'une certaine manière objectivé cette fin. Sauf que là, en l'occurrence, c'est vrai que ce qui vient de se passer, je crois, accélère le processus indéniablement, et je vois pas comment le Parti socialiste notamment va pouvoir encore légitimer son alliance dans un cartel électoral avec la NUPES. Moi je crois que les propos de Manuel Valls, alors qu'il n'est plus au Parti socialiste, qui avait appelé à voter Valérie Pécresse comme membre de la gauche, ça c'est vrai, mais son quand même de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, parce qu'il ne voulait pas d'une alliance avec le parti de Mélenchon. Assez révélateur, voilà. Et les propos de François Hollande également. Sur le fond, je pense que vous avez entièrement raison, que la déclaration d'Anne Hidalgo
est tout à fait impeccable, que d'aucuns, dont je suis modestement, ont toujours été contre cette NUPES, parce que nous savions, et d'ailleurs, si je vous dis la vérité de ma perception, à l'époque, je ne savais pas à quel point LFI, sur des tas de questions, pouvait aller aussi loin. Enfin, j'ai un peu halluciné, je tiens à le dire. Mais je vais le dire avec... je vois que Jérôme Guedj nous a rejoint, c'est bien, parce qu'il y a 15 jours, il était pour la liste avec LFI. Tout à fait. Absolument. Moi, je n'accepterai pas, je le dis avec une grande force, qu'aucun de mes camarades ne puisse se retrouver dans une alliance électorale d'opportunités sur les législatives pour garder quelques sièges, peuvent-ils le croire, au prix de la honte. Et je dirais même... Et au deuxième tour ? Écoutez, c'est intéressant aussi, parce que Manuel Valls précise bien que si le choix est entre un candidat à la France Insoumise et un autre candidat au deuxième tour, il ne veut pas voix pour la France Insoumise. Zéro voix pour la France Insoumise. Moi, je dis, et les choses avancent au Parti Socialiste. J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Non, mais parce que vous me posez une question, je déroule mon propos. Les choses avancent. Question gênante. Les choses avancent au sein du Parti Socialiste, puisque il n'y a pas eu à lutter, c'est la position du PS traditionnelle, pour que par 2 fois hier, la direction du Parti Socialiste se distingue très fortement des positions de la France Insoumise. J'ai envie de vous dire que j'espère bien que ceux qui n'ont pas ouvert les yeux à gauche sur la nature profonde de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon vont se réduire comme peau de chagrin, et que la question que vous posez n'aura plus de validité. Espérez que le cas de conscience ne se baisse pas, c'est facile. Mais pour vous répondre un peu au-delà, je pense que la position de la direction de la France Insoumise aujourd'hui est plus proche du NPA ou des indigènes de la République, avec lequel nous n'avons jamais eu d'alliance, même électorale. Moi, j'espère que Frédéric Dabi va consulter l'opinion pour savoir, justement, auprès de ceux qui soutiennent la France Insoumise, quelle sera leur position à l'avenir. Je m'adresse aussi à des auditeurs qui sont France Insoumise. Comment est-ce qu'ils interprètent ? Est-ce que c'est une ligne rouge ? Je pense que le capital électoral de LFI risque de faire qu'il y aura pas beaucoup de ces candidats en position d'être au second tour et de gagner des élections législatives. Je vous le dis, parce que je pense que là, ça va... Et la position, effectivement... Mais là, c'est peut-être aussi... ce qu'on voit arriver, c'est la capacité du PS à reprendre un leadership moral et idéologique. Absolument d'accord. Et là, c'est l'occasion ou jamais. Donc c'est une façon peut-être de reprendre finalement le capital qu'il a un peu laissé facilement à LFI. Quelle réponse peut apporter Israël à cette attaque ? Le problème d'Israël, en sachant qu'il y a des otages qui sont le problème, si vous voulez, Israël, il y a deux sujets. Il y a sauver les otages et punir. Parce qu'il faut punir, clairement. En tout cas, on peut imaginer, compte tenu des déclarations du Premier ministre israélien, punir et neutraliser. Et de la volonté quand même d'une grande partie de l'opinion publique, c'est en effet de porter le fer là où le mal existe. Mais le problème, c'est que pour punir, il faut d'abord aussi sauver. Et ça, c'est un vrai sujet. La question des otages, malgré tout, constitue une monnaie qui est très lourde dans ce qui est en train de se jouer actuellement sur le terrain là-bas, et en plus il y a des otages, on l'a rappelé tout à l'heure, des otages étrangers, américains, français, donc ça va être compliqué. D'autant plus qu'il y a une conception de la vie humaine en Israël qui fait qu'on ne sacrifie pas et on ne considère pas que ce soit des dommages collatéraux. Il y a quand même, c'est aussi, ça bouscule la théorie de l'armée israélienne on en a parlé de la directive Hannibal, qui voulait qu'il valait mieux ne pas avoir d'otages pris par des terroristes qu'à l'avoir. Donc là, c'était des otages militaires souvent, y compris, on allait jusqu'à supprimer l'intégralité des terroristes et des otages, c'est arrivé. Là, c'est plus possible, ce sont des civils. Donc je vois pas des femmes, des enfants, je ne vois pas des personnes âgées. C'est très très compliqué. Et après, comme le disait François Calfon, il y a une réponse militaire qui se fait par des tirs, des frappes. Mais après, sur le terrain, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est une période qui s'ouvre. Sur cette question des otages, soit on reste sur la doctrine qui a été parfaitement décrite par Judith Ventraume. Cette doctrine, je vous rappelle qu'elle a conduit à la libération du soldat Gilad Shalit contre 1000. Imaginez, fois 150, ça fait 150 000, donc c'est absolument pas soutenable. Donc ça veut dire que, quoi que dise Israël, tout ça sera réglé par la diplomatie, parce qu'il n'y a pas d'autre voie que la diplomatie pour régler le sort des otages. Et la deuxième chose, c'est que
Les gens du Hamas n'ont pas la même perception de la vie, ils n'ont pas la même perception du temps. Et le temps dans cette affaire joue contre Israël. C'est-à-dire que à un moment donné, il n'y aura pas que les photos d'otages dont ils se serviront pour faire de la communication. Il y aura les corps, il y aura les familles endeuillées. Et jusqu'où Israël est une nation particulière qui fait corps avec sa sécurité et son armée, jusqu'où ils se sont occidentalisés au point de considérer la vie comme sacrée plus que tout, il y a là une interrogation béante sur l'avenir de ce conflit. Conséquence directe, me dit un auditeur, le cours du pétrole s'envole. Oui. Forcément. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Stéphanie Demureux qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée.